jamais été très à l'aise devant la caméra. Pourquoi? Je ne sais pas, c'est physique. Oui. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais cette idée de, si j'ose dire, de me déshabiller devant une caméra ne m'a jamais particulièrement séduit. Il n'aime pas se déshabiller devant la caméra et pourtant, c'est bien Jacques Chirac que nous allons déshabiller. Aujourd'hui, dans l'émission, Jacques Chirac qui fait son grand retour médiatique ces temps-ci. Alors, comment gère-t-il son image d'ex-président et en quoi a-t-il changé depuis son départ de l'Élysée? Pour répondre à ces questions et pour déshabiller, donc, en tout bien, tout honneur, l'ex-président, avec nous, 4 invités, Béatrice Guret, journaliste au Monde, experte en chiracologie, on va dire. Vous avez suivi Jacques Chirac pendant tout son deuxième mandat. Christian Delporte, historien, spécialiste de la communication politique et auteur de cette histoire de la langue de bois, donc sortie tout récemment aux éditions Flammarion. Ali Magoudi, psychanalyste, spécialiste du décryptage politique, vous vous êtes notamment intéressé à Jacques Chirac, à qui vous aviez consacré un livre il y a déjà près de 20 ans. Hein. Voilà. Oui. On va voir justement avec vous comment il a changé. Et Denis Bertrand, sémiologue, habitué de l'émission, on compte sur vous pour décrypter ces images du nouveau Chirac. Un Chirac qui explique qu'il n'aime pas se livrer, mais qui le fait malgré tout de bonne grâce, semble-t-il, sur le plateau de Michel Drucker. On regarde. Alors, ce qu'il y a d'étrange quand on lit votre livre de mémoire, c'est que non seulement à l'âge de 15 ans, vous allez au musée Guimet, mais vous achetez en cachette des livres d'art, de poésie, et vous dites « j'ai continué à l'âge adulte à ne rien livrer de mes hobbies personnels au point qu'on a fini par me croire imperméable à toute culture ». C'était vraiment vos jardins secrets, ça? Oui, je crois qu'il faut avoir des jardins secrets. Ne serait-ce que pour éviter que tout le monde vienne les piétiner. Et donc, j'ai longtemps conservé, à titre personnel, un jardin dans lequel personne n'entrait. Hélas, ça n'a pas duré tout à fait éternellement, car finalement, ça s'est connu. Oui, mais tardivement. Tardivement. Alors, c'était toujours ça de gagner. Voilà, un Chirac, amoureux de poésie, passionné de poésie, qui cultive comme ça son jardin secret. C'est vrai que c'est assez loin de l'image qu'on a eue de lui pendant très très longtemps. Béatrice Guret, pourquoi en parle-t-il maintenant? Pourquoi maintenant plus qu'avant? Il a commencé à en parler avant de quitter le pouvoir. C'est vrai, à la fin de son mandat, voilà. C'est vrai. Mais là, il va plus loin encore. Là, il va plus loin. C'est important quand même de dire que avant d'avoir quitté l'Élysée, ça a fait aussi partie d'une stratégie de communication malgré tout. Je crois que c'est tout à fait vrai quand Chirac dit qu'il est pudique, qu'il n'aime pas se livrer, se raconter. Évidemment, il ne ment pas. Mais je me rappelle très bien, on a fait un voyage en Chine avec lui la dernière année, c'était donc en 2006 ou 2007. Nous sommes allés voir des musées, il nous a expliqué longuement pourquoi on allait dans cet endroit-là, ce qu'il y avait d'intéressant à regarder, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Ça faisait partie, je crois, de la trace qu'il voulait laisser et de ne pas rester dans l'esprit des Français uniquement comme un personnage assoiffé de pouvoir, qui avait beaucoup tué, qui avait voilà éradiqué tous les sa vie comme ça à la conquête du pouvoir et qui avait été dévoré par le pouvoir, ce qui néanmoins est quand même le cas. D'accord. Donc là, vous pensez en clair qu'en faisant ça aujourd'hui, notamment dans ce livre, en parlant de la poésie, de son amour des arts, etc., il cherche un peu aussi à corriger cette image du grand fauve? Peut-être à corriger cette image et puis je crois à s'occuper aussi un peu. Je pense que c'est très dur quand on a consacré 40 ans de sa vie au pouvoir. Il est quand même élu en mai 67 et il quitte en mai 2007 la politique. C'est difficile de faire rebasculer sa vie vers autre chose. Je pense qu'il a quand même une vie intérieure qui lui permet d'aborder ça avec une certaine sérénité, mais je pense que c'est quand même difficile. D'accord, donc il y a, comme vous disiez, une stratégie de communication. Oui, alors on va avancer sur les contrastes. Et alors un autre contraste qui nous a frappé, c'est le fait que Jacques Chirac, justement, parlait peu de lui et surtout se montrait relativement peu, avec notamment son petit-fils. Alors on avait vu quelques images prises de loin, mais on ne voyait pas l'enfant. Voilà ces images par exemple. Et puis là, tout récemment, eh bien, il
il prend la pause avec son petit-fils en une des magazines et il le fait venir dans l'émission de Michel Drucker avec aussi sa fille Claude, sa femme Bernadette, l'occasion pour ses proches de nous dévoiler leur Chirac à l'occasion de ses 77 ans. On écoute un extrait. C'est vrai que, incontestablement, comme vous le dites tous les matins et même quelquefois en plus le soir, j'ai eu de la chance de vous épouser. Merci. Ou que vous m'épousiez. Merci beaucoup, Bernadette. Merci. Un commentaire sur ce qu'on vient d'entendre. Je trouve que ma femme a raison quand elle affirme qu'elle a eu beaucoup de chance de m'épouser. Mais pour dire la vérité, la réciproque est également vraie. Ouais. Voilà, on a coupé là, mais cela dit, il ne commande pas plus les propos de sa femme, il ne parle pas plus de sa femme dans l'émission. Puis vient le tour de sa fille Claude qui a travaillé longtemps avec lui à l'Élysée. Et puis avant d'arriver à l'Élysée, pendant sa campagne, on écoute comment il en parle. Elle incarnait la jeunesse. Je me suis dit tout à fait naturellement qu'il était important pour moi de savoir ce que pensaient les jeunes, que je ne pouvais pas uniquement vivre avec mon temps. Et c'était très pratique pour moi d'avoir à mes côtés quelqu'un de cette génération qui venait et qui me disait « tu as tort, les choses ne se présentent pas comme ça, les jeunes pensent que ceci ou pensent que cela ». Et donc c'était pour moi extrêmement utile. Alors, ce qui nous a frappé en préparant l'émission, c'est le manque d'affect qu'il met quand il parle de sa femme ou de sa fille, hein, parce qu'il explique plusieurs fois qu'elle lui a été utile. Voilà, c'est vraiment le mot qui revient. Alors, on s'est demandé pourquoi. Est-ce que c'était parce qu'il était dans une espèce de langue de bois sentimentale? Et là, je me tourne vers vous. Moi, je crois que ça correspond effectivement au personnage, qui est un personnage très pudique, mais qui correspond également à une génération de personnages politiques qui a éclos dans les années 60-70. Ces hommes politiques-là ne parlent pas d'eux. Et parler de soi est en fait une forme de faiblesse. Et il parle là de Claude Chirac, qui a joué effectivement un rôle tout à fait considérable dans sa communication, mais également dans la révélation du Chirac qu'on connaissait un petit peu, qui était le Chirac non pas des caméras, mais de la boue de Corrèze, hein, quand il allait visiter les paysans corréziens. Elle a joué un rôle tout à fait essentiel pour rajeunir le personnage et pour le rendre plus humain. Car moi je me souviens quand même d'un sondage de 1979 qui était accablant pour Chirac. On donnait aux Français toute une série de mots pour qualifier Chirac. En tête arrivait ambitieux, 64%. Juste après arrivait quelque chose comme arriviste. Et puis à la fin, 4% le jugeait démocrate. Donc cette image autoritaire de Chirac, qui correspond également à un personnage qui ne se dévoile pas, il fallait le changer, et Claude Chirac a joué un rôle tout à fait essentiel. Alors là, vous revenez à la période où il a conquis le pouvoir, mais alors aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est vous dites finalement, il appartient à une génération de politiques où on n'aime pas parler de soi, où c'est vu comme finalement une démonstration de faiblesse. Mais là, il fait aujourd'hui un grand retour en parlant de lui, en montrant sa famille, en posant avec son petit-fils. Alors pourquoi, selon vous, à quoi ça correspond? Il est dans la conquête de l'image qu'il va laisser là. D'accord. Il construit l'image qu'on gardera de lui. Ce que vous dites est juste, et en même temps, le Chirac sympa, chaleureux, humain, il a toujours existé aussi. L'ambitieux, le cruel, le tueur, certes. Mais les Guignols en 95 montrent ça très bien, le croqueur de pommes qui serre les mains, en veux-tu en voilà. Ce Chirac-là, il existe aussi. Et il a toujours existé. Il a toujours d'autant plus existé que dès qu'on coupait une caméra, on voyait pas l'homme qu'on voit là à l'écran. Il y avait une métamorphose absolue du personnage. Il devenait direct, il devenait sympa, la langue de bois tombait, il parlait de lui, il parlait de ce qu'il ressentait, que les gens le sient, que les gens le savent, enfin bon. Et dès qu'il se met devant une caméra, c'est terminé. Devant une caméra ou dans l'exercice du pouvoir. Parce que quand on est journaliste politique accrédité à l'Élysée, je peux vous dire que c'est pas une partie de rigolade. D'accord, on a le même, on a Chirac même sans caméra, comme si la caméra était là. Très blindé, très Vous êtes la caméra, vous êtes la caméra, il n'y a pas d'offre. Dans l'exercice du pouvoir, pour le monde, on est la caméra. Alors, Denis Bertrand, on a parlé un petit peu de ces images, justement, de Jacques Chirac aujourd'hui faisant son retour en famille, de ces images avec son petit-fils, sa femme, sa fille, qui ont longuement parlé, notamment chez Michel Drucker. Vous les recevez comment, vous, ces images? Je reçois à travers le dédoublement du personnage entre d'un côté le rôle
qui l'incarnait totalement, le rôle politique à travers ses différentes identités particulières au fil des années. Et puis là, la personne qui doit exister hors du rôle. J'étais frappé par deux petites phrases dans les deux extraits qu'on a vus qui sont c'est toujours ça de gagner. À propos du jardin secret, le temps qu'il a duré, le temps où il a eu son jardin vraiment secret, où il a pu le protéger, et lorsqu'il a dit, c'était très pratique pour moi, avec sa fille, d'avoir des informations sur la génération. C'est comme si le personnage du premier rôle retentissait sur le nouveau, sur la personne actuelle. C'est-à-dire qu'il garde ce côté pragmatique, utilitaire. C'est la personne. Il garde les réflexes finalement. Et puis il y a un autre aspect moi qui m'intéresse pas mal, c'est le côté comment dire, c'est l'idéalisation. Une fois qu'on est dans la reconquête de la personne et qu'on a quitté le rôle avec tous les avatars du rôle, eh bien c'est une nouvelle identité qui se construit. On sélectionne des images positives, par exemple quand même le jardin secret. C'est une image qui donne l'idée d'une profondeur humaine. Oui, d'une richesse, c'est sûr, c'est positif, ça, il n'y a pas de doute. C'est positif. Et là, on reconstruit, c'est vraiment le système narratif classique de la vie qui commence par la fin. C'est-à-dire de la signification de la vie qui commence par la fin. Donc là, on est dans une phase où il y a une sorte de travail d'idéalisation autour de la personne reconquise sur le rôle oublié ou abandonné. Ouais. Oui, ce qui est intéressant aussi, c'est tout ce qu'il ne dit pas. C'est-à-dire que 88, enfin quand Claude Chirac commence à travailler avec lui à la mairie de Paris, il a eu deux événements extrêmement difficiles à vivre pour lui sont arrivés. D'abord la tentative de suicide de sa fille Laurence, qui a été quelque chose d'extrêmement dur, dont Chirac n'a pour le coup jamais parlé avant, je crois, le Péan, le bouquin de Péan en 2007. Et puis deuxièmement, l'échec à la présidentielle, qui est très dur, qui est très durement vécu, très durement ressenti. Alors, Chirac finit toujours par remonter sur son cheval. Mais il y a des périodes où il est isolé, abattu, exactement comme en 94, où les sondages le donnent archi perdant, où tous ses amis l'abandonnent pour aller vers Balladur. Il connaît comme ça des phases très dures, mais ça il n'en parle pas. Il a un côté très reine d'Angleterre, Chirac. Never explain, never complain. Il est très comme ça. Et quand il dit c'est utilitaire, etc., il ne montre que la face pragmatique et non pas la profondeur des événements personnels et familiaux qui l'ont touché. Alors, et c'est vrai que c'est frappant d'ailleurs sur la manière dont il réagit à l'interview de sa femme quand elle dit, elle confie, voilà, Jacques Chirac me dit matin et soir, vous avez de la chance de m'avoir épousé, oui, voilà, c'est réciproque. Voilà, et qui dit bon, voilà, voilà, oui, moi aussi j'ai de la chance, mais oui, quand même, elle a vraiment de la chance, quoi. C'est vrai que cette manière comme ça, là aussi d'être pragmatique, c'est surprenant quand même. Non seulement il est pragmatique, mais c'est vrai qu'il semble cliver, c'est-à-dire on a l'impression qu'il y a vraiment deux personnages. Le personnage public devant la caméra, en fonction, le personnage privé, mais que les deux ne communiquent pas. Quand il parle de sa culture, moi je suis désolé, quand j'ai interviewé très longuement François Mitterrand, quand François Mitterrand parlait, à un moment donné on le laissait dans le silence, il réfléchissait et il disait « ça me fait penser à tel bouquin que j'ai lu, tel personnage dans tel livre, tel truc ». Jacques Chirac, dans le privé comme dans le public, à aucun moment il fait référence à sa culture. Parce qu'il est en face de gens qu'il veut convaincre de son pragmatisme et de sa capacité à réussir. Et donc, moi je doute pas un seul instant qu'il a une culture considérable, en particulier. Mais dans ses relations aux autres, il n'en fait jamais, je dis bien, jamais question. Peut-être pour lui. Pour lui, pas dans ses relations avec les autres. Il a un vrai jardin secret, et on lui laisse. Alors, bon, ce retour-là, auquel on assiste actuellement, on verra combien de temps ça dure, de Jacques Chirac, succède quand même à une période d'éclipse assez longue, hein, puisque quand il quitte l'Élysée pendant 1 an, c'est silence radio jusqu'en juin 2008, moment où il lance sa fondation, avant de s'offrir des vacances très remarquées à Saint-Tropez, chez son ami François Pinault. Alors des vacances où il apparaît requinqué, voilà, la rencontre des vacanciers sur le port de Saint-Tropez. Et puis cet été, nouveau séjour tropézien, et on le voit donc là aussi de nouveau sur le port de Saint-Tropez. Et sa femme Bernadette Chirac ira même jusqu'à faire la tournée des boîtes de nuit. Alors là, on la voit avec un pantalon qui ressemble presque à un jean, et puis là avec un homme qui est bien Karl Lagerfeld. Bref, une image, alors là pour le coup très mode et très paillette qui contraste. Alors là pour le coup, on a
vraiment trouvé que ça contrastait avec l'image de la Bernadette Chirac, plus d'amote et puis plus ancrage justement côté droite traditionnelle de Jacques Chirac. Donc la question là, c'est pourquoi travailler aujourd'hui sur cette image? Pourquoi se montrer comme ça? À quoi ça correspond? C'est surprenant là encore, non? Elle a toujours vécu comme ça, Bernadette, elle est toujours beaucoup sortie. Ah ouais, alors, pour le coup, Chirac on a l'impression de découvrir. Voilà, Chirac a horreur des dîners mondains. En revanche, Bernadette Chirac, elle les a beaucoup fréquentés. Elle connaît le tout Paris, elle est toujours beaucoup sortie, même sans son mari. Elle a une vie, une femme de son milieu et de son âge. Voilà, et Chirac est beaucoup plus simple, je pense. Ça n'est que... Je pense que quand son mari était au pouvoir, elle s'est abstenue d'en faire la publicité. Oui, mais en termes de communication, peut-être que ça n'était pas très bon non plus à une certaine période. Maintenant, c'est possible. Maintenant, c'est possible parce qu'il y a une distance avec le pouvoir. Donc, on peut effectivement montrer son vrai visage. Bernadette Chirac, dans les boîtes de nuit de Saint-Tropez en jean, vous pensez que ça n'aurait pas été terrible en 2002? Je pense que la presse en aurait un peu parlé, oui. Ali Magoudi. On peut remarquer par contre que le rôle de Chirac, il bouge pas, il serre des mains. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est quand même le recordman probablement du monde du serrage de main. Et je me souviens de l'avoir interviewé sur le serrage de main, et je lui ai dit mais ça ne doit pas être un peu ennuyeux ou répétitif. Et il m'a dit je ne comprends pas votre question. Pour moi, je ne serre jamais de main de façon identique. Je ne suis pas sûr que ce soit vrai, mais je pense que la réponse est caractéristique. C'est un homme qui passe son temps à serrer des mains. Et là, eh ben, s'il retrouve le plaisir de serrer des mains, eh ben, il ne s'en prive pas. Et là, il est dans la continuité. Je veux dire, finalement, il a été président et il peut continuer à serrer des mains. Ça lui est sympathique. Alors, une dernière image, puisqu'on faisait un peu justement toute la palette d'images du nouveau Jacques Chirac. Un autre axe très présent dans la communication actuelle des Chirac. Alors là, on est sur quelque chose d'un peu plus pépère, c'est la présentation du chien. Alors on connaissait Soumo, maintenant on a Soumette qu'on découvre dans Paris Match, présenté par Jacques et Bernadette. Alors là aussi, on savait, ce n'est pas nouveau que les Chirac aiment les chiens, les apprécient beaucoup, mais alors de là à voilà se montrer, à présenter son chien comme ça dans la presse grand public, ça peut paraître surprenant. Alors vous allez nous expliquer pourquoi, mais d'abord là aussi Denis Bertrand, ces images, vous les voyez comment? Les enfants, les chiens, la vie de famille, la construction d'une nouvelle tribu. Avec tous ces personnages, c'est une sorte de micro-société qui vient se reconstituer médiatiquement, parce qu'après tout, elle existait bien sûr. Alors c'est amusant parce que ces images des Chirac avec leurs chiens, on les avait vues dans les quelques semaines qui ont suivi son départ de l'Élysée, et on le voyait comme un signe que rien. Alors ça y est, il est tout seul, maintenant il est livré à lui-même, il n'a plus que son chien, et donc c'était vu comme quelque chose de très négatif. Et puis là, finalement, il l'utilise comme quelque chose d'assez positif finalement. Ça va dans le courant, il y a la publication des mémoires, la réapparition. Je dirais que c'est un épiphénomène, le chien. Enfin, moi, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Oui. C'est une tache blanche. C'est une tache blanche. Oui, alors vous dites ça vous intéresse pas. Je comprends bien que vous, ce qui vous intéresse, c'était plus le Chirac, effectivement, président, etc. Mais cela dit, c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, son retour s'effectue et mis en scène de cette manière-là. Vous qui l'avez suivi, qui connaissez, vous avez peut-être une explication sur pourquoi cette mise en scène de son retour. Là, on voit bien qu'il peut plus faire de mal à personne. Ah oui, là c'est sûr, là c'est ce qu'on... Donc l'image du tueur politique dont vous parliez tout à l'heure, elle est en train d'être gommée, sauf quelques anciens qui se souviennent du personnage politique. Les gens qui ont 20 ans, 30 ans, garderont une image d'un bon grand-père. C'est l'image d'un grand-père qu'on met en scène. Mais, là. Oui. Non, mais il y a le petit-fils. C'est le petit-fils et c'est le papy, quoi. Papy, il peut faire de mal. Alors que peut-être que dans les coulisses, là, il est en train de fomenter contre la réélection de Sarkozy une deuxième fois. On n'en sait rien. Mais c'est pas du tout l'image qu'il veut montrer. Mais alors attendez, ça pose quand même une question, parce que vous dites finalement, voilà, il est inoffensif, etc. Et on voit bien le message que ça envoie. Mais on pourrait se dire quand même, vouloir, là, votre regard de psychanalyste vous intéresse, mais vouloir comme ça s'inscrire dans la postérité, que les jeunes aient cette image de vous, quand on a été quelqu'un qui s'est battu pour le pouvoir toute sa vie, qui a voulu le pouvoir, vouloir rester comme le grand-père avec son chien, franchement, c'est paradoxal. Non, mais on amuse un peu la galerie aussi. Excusez-moi. Il va être renvoyé devant un tribunal. Justement. Quand même. Donc voilà, ça c'est destiné aussi à ça. Vous pensez que c'est surtout par rapport au tribunal? Bien sûr, c'est du construit bien sûr, oui. ce vieux monsieur inoffensif. Mais évidemment, le chien, pour moi, ça amuse la galerie. Donc vous pensez que l'image du chien, vous pensez que l'image du chien est directement liée
au fait qu'ils doivent comparaître pour ces emplois fictifs du temps où il était maire de Paris. Vous pensez que dire les choses aussi brutalement, mais en plus je pense qu'il l'aime beaucoup et que c'était important. Mais de la poser avec dans Paris Match quand même. Mais voilà, je pense que c'est aussi quand même de la mise en scène, de la vie de famille, de la vie quotidienne, de la vie banale, de l'innocence, de la vie banale, tout simplement. Alors que c'est un personnage qui est tout sauf banal. Alors vous parliez, Béatrice Guret, de sa convocation justement devant le tribunal pour 21 emplois présumés fictifs durant son passage à la mairie de Paris. L'annonce de ce renvoi est tombée justement au moment où il faisait la promotion de son livre. Donc la question lui a été posée à plusieurs reprises. On réécoute la réponse qu'il a faite. J'irai donc tout naturellement, comme tout citoyen a le devoir de le faire, m'expliquer devant le tribunal, et ceci, croyez-le bien, avec sérénité et détermination, car je n'ai rien à me reprocher. Vous souhaitiez que le parquet ne fasse pas appel, il ne fait pas appel. Est-ce que vous êtes prêt pour le procès ? Vous ? Je suis tout à fait prêt, oui, naturellement. Je ne souhaite que personne ne fasse un appel quelconque, et je suis prêt à m'expliquer devant la justice de mon pays. C'est tout à fait naturel, comme tout citoyen. Voilà, alors bon, on a beaucoup commenté, hein, effectivement, l'explication donnée, mais deux choses. Tout d'abord, là on parle pas du fond, hein, on parle vraiment de la forme. Que pensez-vous de la manière dont il formule sa réponse, sur la forme uniquement? Il la formule de manière extrêmement générale, hein, sérénité, détermination. Il ira, évidemment qu'il ira, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, ouais. Il présente ça comme si c'était... Non, il a le choix. Non, il a le choix. Il peut se faire représenter par son avocat, et il y va physiquement. Je pense que c'est quelqu'un qui a quand même du courage. C'est un homme politique qui a du courage, qui en a eu souvent. Cela dit, il n'échappera pas au procès. Il n'échappera pas au procès. Mais vous pouvez, vous pouvez être physiquement présent ou ne pas l'être. C'est une grosse différence. D'accord. Donc vous entendez cette réponse comme quelque chose de courageux. Oui, et puis une réponse à tous ceux qui ont dit tout le monde a toujours payé pour lui. Et donc, il a toujours échappé, il s'est abrité derrière Juppé, derrière Roussin, tous ceux qui ont écopé de peine avec ou sans sursis et qui ont vu leur carrière finalement brisée ou en tout cas ralentie, cisaillée. À cause de lui. À cause de lui et à cause des procès dus au financement de la vie politique. Et là, vous pensez que cette réponse, elle est aussi justement dans cette logique-là, finalement, de répondre à toutes ces critiques? Mais il le dit bien, il n'a rien à se reprocher. Donc pourquoi voulez-vous qu'il n'aille pas devant le tribunal? Il n'a rien. Il a donné sa réponse. Il n'a rien à se reprocher. Il dit pas qu'il est coupable ou qu'il n'est pas coupable. Il dit qu'il n'a rien à se reprocher. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout et le contraire. Donc ça permet d'être serein. Il n'a rien à se reprocher. Mais rien, vous voulez dire dans le sens, ces 21 emplois présumés fictifs, ce n'est rien aussi? Ça peut être vu comme ça? Il n'a pas à se reprocher d'avoir le chien dans les bras, il n'a pas à se reprocher de montrer son petit-fils, il n'a rien à se reprocher. Donc ça garde cette espèce de... Ben oui, quoi. Est-ce qu'on va aller poursuivre en justice un vieux monsieur comme ça qui... Et d'ailleurs, ça commence à pointer dans les sondages, on le voit. Mais qu'on lui foute la paix, ce papy. Enfin, ça fait 40 ans qu'il bosse pour la France d'une façon ou d'une autre. Mais c'est vrai que ça a été la réaction, en tout cas officielle, de nombreux politiques à l'annonce, et même de ses anciens ennemis politiques, adversaires, on va dire, Denis Bertrand. Je trouve le timbre et l'intonation de son discours à ce moment-là tout à fait particulier. C'est-à-dire qu'il exprime une énergie, une force d'assomption, alors qu'on peut interpréter comme du courage ou autre, mais c'est la force de l'assomption, de dire je vais y aller, j'assume tout. Alors les deux mots qu'il emploie avec sérénité et détermination, l'alliance des deux est intéressante. Ça donne quoi l'alliance des deux? Sérénité et détermination. La sérénité, c'est un état d'âme, et la détermination, c'est un état de combat. C'est pas pareil. Et il y a les deux. Il y a la corrélation entre ces deux états, la volonté de se battre jusqu'au bout d'un côté, corrélée avec un état d'âme, de sérénité, etc. En tout cas, on peut dire qu'effectivement, il a gardé pour le coup une forte détermination. Alors, vous disiez tout à l'heure, vous faisiez le lien entre l'image du petit chien, l'image de l'innocence, et puis sa comparution. Est-ce que vous pensez qu'il avait anticipé l'éventuel télescopage des deux actualités, des deux calendriers? Il connaissait le calendrier, comme tout le monde. C'est-à-dire que je pense que son avocat avait une incertitude sur ce que serait la décision de la juge. Mais le calendrier, il était ce qu'il était depuis des mois. Il faut pas oublier qu'il y avait en même temps Clearstream. Jamais il n'aurait
sorti ses mémoires, tant que le procès n'était pas fini. Enfin, tout ça a été quand même très calculé. Ils ont bien vu aussi la sortie du bouquin de Balladur. Enfin voilà, tout ça a été regardé naturellement. Donc il fallait sortir. Claude, elle est toujours là. Hein. Elle travaille chez PPR, chez Pinault, mais évidemment, elle continue à venir rue de Lille et elle regarde tout ça assez attentivement. Elle a relu le livre, voilà. Oui, bien sûr. On a vu que ça a fait d'ailleurs, c'était l'occasion d'un plan de communication très très calibré avec un certain nombre de passages télé, etc. Des passages dans les médias enregistrés aussi. Il ne faut pas oublier ça. Donc extrêmement calculé. Même chez Jean-Pierre Elkabbach. Voilà, je rappelle quand même la colère de Jean-Jacques Bourdin qui voulait inviter Chirac, mais l'invitait en direct et nécessairement lui parler des affaires. Il n'a pas voulu y aller. Donc effectivement, le plan média est très huilé. Mais avec Claude, c'est très très professionnel. Hein. D'accord, c'est pas nouveau ça pour le coup, Béatrice Buré. Là, vous n'avez pas l'impression d'être dans quelque chose de nouveau. C'est très connu. Bon, alors un autre sujet sur lequel on aimerait décoder les propos de Jacques Chirac, c'est celui de sa relation avec Nicolas Sarkozy. Alors une relation qui a longtemps été conflictuelle, qui a semblé ces temps-ci s'apaiser. La preuve, Jacques Chirac a invité le président à la première remise de prix de sa fondation. Attention, c'était le président qui l'a invité. On écoute. Monsieur le Président de la République, votre présence parmi nous ce matin nous honore considérablement. Et je veux vous remercier de tout cœur d'avoir accepté spontanément et malgré vos obligations notre invitation à venir ici avec nous aujourd'hui. Merci. Alors en écoutant, on peut chercher comme ça les indices de la complicité. On écoute juste après la réponse de Nicolas Sarkozy. C'est pas tous les jours que j'ai le plaisir d'être aux côtés de Jacques Chirac et au fond, c'est une vision de la France civilisée et apaisée que celle qui montre la continuité des responsabilités et qui montre également le respect, ce qui ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout ou qu'on a été sur tout. Si j'ai lu un bon livre récemment sorti en librairie dont il n'est pas lieu de faire la promotion aujourd'hui, mais voilà, je pense que c'était mon devoir d'être parmi vous, à la fois par amitié et aussi, pourquoi ne pas le dire, par estime. Je vous remercie. Voilà, alors le bon livre, on comprend que c'est celui de Jacques Chirac. Au début, j'avais un doute, je n'étais pas sûre. Juste, alors vous dites tout à l'heure, Jacques Chirac, il y a une question de génération, effectivement, c'est plus la même génération que les quinquagénaires qu'on entend beaucoup aujourd'hui. Mais là, la manière dont il parle du président, il dit j'ai invité le président, pas Nicolas Sarkozy. Pour vous, c'est une question justement de génération ou c'est une manière quand même de rester très très à distance? Non, je crois que ce sont des formules assez classiques, qui sont très oui, et justement, ce qui est pas complètement protocolaire, c'est la réponse de Nicolas Sarkozy. Et en fait, ce qui est frappant, c'est quand il parle de continuité de la France apaisée. Donc c'est une manière de récupérer l'héritage positif de Chirac, qui est un Chirac populaire. Et c'est vrai, pourquoi est-il populaire après tout? C'est parce qu'il y a sans doute une distance avec le pouvoir. C'est parce qu'il y a toujours un peu de nostalgie sur le thème c'était mieux avant. Mais c'est également parce qu'il y a actuellement un fort anti-sarkozysme. Et donc c'est cette manière de lier son propre sort pour Nicolas Sarkozy à celui de Jacques Chirac, qui est une manière de récupérer son héritage. Non conflictuel, etc. Là, il fait quand même le geste d'inviter Nicolas Sarkozy, il n'est pas obligé de le faire, à la remise des prix de sa fondation, mais on a l'impression quand même qu'il l'accueille d'une manière extrêmement protocolaire. Il a toujours été comme ça. C'est pas Chirac a une contre très Nicolas haute idée Sarkozy. de la fonction. D'accord, ok. Très haute idée de la fonction. Moi, je vois un échange de rôle à rôle. Alors, et rien de plus que des rôles. Voilà. Ce qui est même trop long. Certes, c'est ce que je veux dire. Le ton est différent. Le ton est plus protocolaire. Il n'y a plus les hommes, quoi. On a deux rôles, il n'y a pas d'affect. Non, il n'y a pas d'affect. Il y a quand même l'expression qu'emploie Nicolas Sarkozy dans son langage, pourtant, apparemment, avec sa fameuse oralité à lui, c'est tout de même la continuité des responsabilités. Pour faire plus abstrait, on fait pas mieux, quand même. L'abstraction pure. Et donc, c'est une abstraction qui parle à une abstraction, pour moi. D'accord, avec des registres différents. Dans la bouche de quelqu'un qui a parlé de rupture pendant des mois. Ajoute, il combine encore l'observation des mots entre eux, le devoir, l'amitié et l'estime.
Alors, Oui, l'estime et l'amitié sont un devoir. Enfin, c'est un peu ce qu'on entend. Ouais, donc, quel est le sens du mot amitié lorsqu'il est encadré par le devoir et par l'estime? Vous voyez, on peut se poser la question. Il me semble quand même qu'il est en train de nous expliquer qu'il y a eu un moment, un clash, une difficulté entre eux qui est d'ailleurs présent dans le livre. D'une certaine manière, il ferme la parenthèse. Ça, c'est du passé. Et la présence de Nicolas Sarkozy et de Jacques Chirac montre que peut-être le lien affectif peut se renouer. Ah, vous voyez ça comme ça? Pas du tout au lien affectif. En revanche, je crois à la fin de la phase rupture, qui a été le maître mot de la campagne de Sarko, qui pensait gagner dans l'anti-modèle qu'on venait de quitter, et là il referme la phase de la rupture. Oui, Ali Magoudi, c'est plutôt ça, mais bon. Oui, moi je trouve que l'actualité là nous fait oublier que Chirac a été bon dans son rôle de président le jour où Mitterrand est mort et où il en a fait l'éloge. Je crois que tout le monde se souvient de ce discours. Qu'avant, il avait du mal à être dans les habits du président, et quand il a fait l'éloge de son prédécesseur, mort, un peu à la Bossuet, il a incarné d'un seul coup les habits du président. Et pourquoi à ce moment-là vous pensez que parce qu'il s'est mis dans les habits laissés par l'autre, on va dire? Oui, c'est-à-dire qu'il occupait non pas la place de quelqu'un physiquement, mais une place symbolique. Et on a l'impression que entre Chirac et Sarkozy, ce passage, ils sont tous les deux vivants, ils sont tous les deux là, et que Sarkozy a peut-être une difficulté à occuper une place symbolique au lieu d'occuper la place de Chirac. Donc vous parliez finalement de ces deux personnages qui se parlent comme ça de fonction à fonction sans affect. Et nous, ce qui nous a frappé, c'est le contraste entre ces images, même si le cadre est complètement différent, et puis les images qu'on a pu voir quelques jours plus tard au Salon du Livre de Brive de Jacques Chirac, qui rencontrait quelqu'un dont il aurait dû être a priori beaucoup moins proche. François Hollande regarde. François Hollande, en écrivant son livre, n'avait sans doute pas songé à une telle promotion. Mais il est vrai, deux anciens adversaires politiques devenus aussi complices, c'est pour le moins inhabituel. Je vais y passer tout mon dimanche sur le livre de Jacques Chirac. Je le reçois maintenant. Mais je vais l'attaquer dès cet après-midi. L'attaquer, il a dit, hein. Alors, bon, l'attaquer, haha, bon, c'est drôle, on blague. Mais alors, il a peut-être, paradoxalement, finalement, plus de respect, plus de proximité avec ses anciens adversaires. Il suffit d'écouter la manière dont il parle de François Mitterrand. Je vous propose d'écouter. On peut parfaitement avoir un adversaire politique et reconnaître ses qualités. Et je dois dire que, au fur et à mesure de l'intimité qui s'était créée, nécessaire, entre le président de la République et le Premier ministre que j'ai été auprès de lui, ces sentiments d'estime n'ont fait que croître. C'était un homme qui avait une profonde culture, au fond une profonde humanité, et c'est vrai que, bien qu'ayant été son adversaire et qu'il ait été mon adversaire, je reconnais bien volontiers aujourd'hui qu'il avait été un grand président et que c'était un homme politique de grande qualité. Alors vous disiez tout à l'heure, il est rentré dans les habits du président réellement quand il a fait voilà l'éloge funèbre de François Mitterrand. Là, la manière dont il en parle, c'est vrai que on sent vraiment beaucoup de respect, d'émotion. Enfin, on a vraiment l'impression que c'est extrêmement sincère là ce qu'il dit sur François Mitterrand. Hein. C'est d'autant plus sincère qu'il est probable qu'il lui doit son élection présidentielle. Donc, ce n'a pas été seulement un ennemi politique de cohabitation. C'est-à-dire que dans la période de cohabitation Balladur, Chirac, trahi par Balladur, voit en la personne du président un allié. D'accord, donc pour vous c'est ça, c'est la reconnaissance quelque part aussi qui s'exprime. Ce qui n'invalide pas l'idée qu'il a du président de la République aujourd'hui. Ce qui est intéressant quand même, c'est que on a l'impression que là il y a beaucoup plus d'affect et d'émotion quand il parle de François Mitterrand que tout à l'heure quand on l'entendait parler de sa femme et de sa fille. Le contraste est frappant. Je peux juste vous dire un mot. C'est parce que l'histoire entre lui et Sarkozy n'est pas terminée. C'est-à-dire que quand il voit Hollande et qu'il lui tape sur l'épaule et que ça, il est en train de favoriser un adversaire. C'est du billard à trois bandes, hein. Un adversaire futur, potentiel, contre Sarkozy. Donc il peut pas le dire directement, mais il est sympathique
avec lui. Ah d'accord, ok. Donc là, vous faites le lien finalement, ce qu'il fait avec ce qu'il fait avec Hollande aujourd'hui, c'est un petit peu ce que Mitterrand a fait avec lui, quoi. Voilà, il joue dans un billard à 3 bandes, donc c'est pas le papier avec son chien là, c'est ça. Ça c'est fini, oui. Oui. Et c'est une forme de miroir aussi, ce discours. Si vous le lisez bien. C'est ce qu'il voudrait qu'on dise de lui. Oui. Et c'est aussi une sorte d'autoportrait. C'est-à-dire l'homme attaché à la France rurale, qui a vécu pleinement sa vie, dévoré par la passion de la politique. Vous reprenez ces termes, c'est un extraordinaire autoportrait. Et c'est aussi une projection de lui-même qui dit, vous voyez bien, ce Mitterrand au nid qu'on a tellement critiqué, etc., il a pris sa stature de président, il a finalement été un grand président. Moi aussi, je peux le faire. C'est ça qu'on entend aussi a posteriori. D'accord, et c'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup d'émotions quand il parle de François Mitterrand. Alors, je voudrais maintenant vous montrer une séquence. Alors là, on est un petit peu moins fédérateur, on est un peu moins, en train de sculpter la statue de l'ex-président. Ce sont quelques images qui ont été diffusées sur Canal+, et qui ont fait le buzz, mais assez peu de temps, il faut bien le dire, on regarde. Vous êtes d'où, vous? C'est Normand. Normand, c'est une commune juste à côté de Bordeaux, là. Sur les Hauts-de-Garonne. Allez, Allez. À mon avis, il n'est pas tout à fait né natif de la... Alors bon, c'est une petite séquence très courte, quelques propos, quelques images comme ça prises sur le vif lors d'une discussion avec Alain Juppé. Alors ça a été un peu commenté, certains y ont vu effectivement le signe que finalement Jacques Chirac ne serait pas, lui qui s'est beaucoup positionné comme militant contre le racisme, etc. Ses propos faisaient un peu tâche. Vous les recevez comment? C'est le vrai Chirac là qui s'exprime ou c'est finalement une parole oui, bien sûr, c'est le vrai Chirac. Mais c'est bien sûr, c'est le vrai Chirac, évidemment. Alors, mais le vrai Chirac, dans quel sens? Oui, c'est vrai que ça fait tâche. Écoutez, vous avez dit qu'on sculptait une statue, qu'on faisait une hagiographie. C'est pas un saint, Chirac. C'est pas un saint et c'est un homme de sa génération. Et j'avoue qu'il y a quand même du relâchement parce que depuis Le Bruit et les odeurs en 91, il faisait quand même très très attention. Il a quitté la fonction politique pour devenir people grimaldien. C'est-à-dire, il montait sur le rocher de Monaco, là. C'est-à-dire que si je lui dis des trucs politiques, ça n'a plus aucune... Mais là, c'est quelque chose de politique ou pas, là? Ah bah oui, c'est un acte politique, ça. Oui, mais ça n'a plus d'impact, il n'est plus en fonction. Ah, vous pensez que c'est pour ça? Alors juste, vous parliez du bruit et de l'odeur. On va juste, pour ceux qui ont oublié, revoir l'extrait. Comment voulez-vous que le travailleur français qui habite à la Goutte d'Or où je me promenais avec Alain Juppé la semaine dernière, il y a 3 ou 4 jours, et qui travaille avec sa femme, et qui ensemble gagne environ 15 000 francs, et qui voit sur le palier à côté de son HLM entasser une famille avec un père de famille, 3 ou 4 épouses et une vingtaine de gosses, et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, eh bien, le travailleur français sur le palier, il devient fou. Il devient fou. C'est comme ça. Et il faut le comprendre. Et si vous y étiez, vous auriez la même réaction. Et ce n'est pas être raciste que de dire cela. Voilà, alors, vous disiez, avec Juppé, là, la petite séquence tout à l'heure, il tient un propos politique, donc c'est pas une petite aparté de quelqu'un de sa génération. Pour vous, ça mettre sur le même registre que ces images qui avaient suscité une grosse polémique, d'ailleurs à l'époque, sur le bruit et l'odeur, c'est dans le même registre peut-être d'une pensée politique de Jacques Chirac? Je ne sais pas si c'est une pensée politique. Il est là quand on l'entend, quand il parle, il est en symbiose avec une salle. Et Jacques Chirac, il avait cette force politique d'être toujours en symbiose avec la salle, d'ailleurs être raciste avec une salle raciste, être républicain avec une salle républicaine. Il semblait pas vraiment affecté par ce qu'il disait. Mais ceci dit, cette petite phrase, ça lui a coûté très cher. Donc aujourd'hui, ça lui coûte beaucoup moins cher parce qu'il est pas en fonction. Et puis ça dure pas autant, c'est moins explicite. Et puis c'est destiné à personne, si ce n'est à son copain Juppé. L'image d'un homme politique, c'est pas seulement un problème de communication. Je veux dire, ça se fait en commun. L'opinion a envie d'avoir une certaine image de Chirac aujourd'hui. Et c'est pourquoi. C'est pour ça que l'image finalement de la petite aparté avec Alain Juppé n'a pas marché. N'a pas marché parce que c'est pas ce qu'on a envie d'avoir de lui. Je crois, oui. Maître Juré.
Enfin, c'est une question, hein, mais je me demande si la polémique a cessé très vite parce que dans l'esprit, dans l'imaginaire collectif, dans l'histoire passée, etc., Chirac, c'est aussi le type qui a dit non à la guerre d'Irak. Oui. Voilà, on voit maintenant le problème de l'Afghanistan, la façon dont Nicolas Sarkozy gère la question de l'armée, qui est une question essentielle, qui a été totalement absente de la campagne présidentielle. Alors que Chirac lui a toujours attaché une importance très grande. On a connu sa période Fanamili, etc. Bon, et quand même, ça c'est quelque chose qui restera très fortement dans l'histoire de ce pays et dans l'imaginaire des gens. D'accord, ok. Et donc, c'est vrai que je pense quand peut-être qu'il y a un équilibre entre, voilà, est-ce qu'on lui reproche ce fait, comme vous le disiez très justement, il n'est plus en fonction, il n'y a plus d'enjeu, mais ce type-là, il a fait ça. Oui, puis c'est celui qui a fait, d'une certaine manière, symboliquement, barrage à Le Pen en 2002 aussi, et qui a prononcé toute une série de discours qui étaient des discours à connotation antiraciste. Et qui a continué d'ailleurs là, lors du débat sur l'identité nationale aussi, il a fait 2 ou 3 remarques, justement, voilà, sur la nécessité finalement de pas susciter de clivage, enfin, etc. Donc, il a fait barrage à Le Pen. Le Pen, il est arrivé là aussi parce que c'était. Parce que lui était là. Bon, voilà. Oui, c'est plus compliqué que ça. Non, mais c'est compliqué, mais voilà. Pour finir, voilà, pour terminer l'émission, je voulais savoir si aujourd'hui, au vu finalement de ce retour de Jacques Chirac, de ces images qu'on a pu voir, qui viennent éclairer peut-être certains pans de sa personnalité, laissés un petit peu dans l'ombre jusqu'ici, est-ce que pour vous, Jacques Chirac reste une énigme ou pas? Béatrice Guret, vous qui le connaissez bien. Une énigme, écoutez, chacun a sa part d'ombre, hein, comme on l'a dit, mais je pense qu'on le connaît de mieux en mieux, en fait. Et je sais pas, non, une énigme, je dirais pas ce mot-là. Non, ni une énigme, ni un mystère, mais un paradoxe, certainement. Enfin, posons-nous les questions. Qu'est-ce qu'on a appris de nouveau sur Chirac ces derniers temps? Sur lui, sur sa vie, sur ce qu'il a fait? À vrai dire, on savait tout ça, déjà. Donc, qu'est-ce qu'il nous a livré? À mon avis, pas grand-chose. Et je ne crois pas qu'il nous livrera davantage. D'accord, vous pensez qu'il restera comme ça, même s'il continue à parler? D'ailleurs, va-t-il continuer à parler, selon vous, ces prochains temps? Va-t-il continuer à s'exprimer ou va-t-il retourner dans l'ombre? Il prépare le 2e tome, quand même. Il prépare le 2e tome. Donc on va voir, vous pensez comme ça régulièrement des retours? Et c'est là que ça va être intéressant, parce que la période 95-2007, sincèrement, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, les dira-t-il? Voilà, alors on attend de savoir, voilà. Peut-être, voilà, on continue, voilà, on éclaircira une partie de l'énigme lors de la parution des tomes 2 de ces mémoires. Bon, ben, merci à tous les 4 de nous avoir aidés à éclairer, on va dire, quelques facettes de la personnalité encore mystérieuse de Jacques Chirac. Merci à Marie Lebon et à Adrien de Calan qui se sont levés tôt pour m'aider à préparer cette émission. Merci à Delphine Roussel et à Manu Blanc qui se sont couchés tard pour la montée. On se retrouve la semaine prochaine à l'antenne et tous les jours sur le site de Public Sénat pour voir et revoir tous les Déshabillons-les. Il est séduisant comme personne, non? Et maintenant, il est adorable, c'est ce que je disais avec mercredi. Il était drôle, extraordinairement drôle, charmant. Ce langage fleuri qu'il a quelquefois. Mais il l'a, bien sûr. Ce langage fleuri, parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. On n'en a pas parlé du tout. Oui. Mais quand même. Je lui ai posé la question de cette formidable popularité. Il m'a dit, c'est quand même mieux que d'être traité de crétin ailé. Voilà. C'est ça. La fin, ça va être terrible. Non, c'est bien. Mais je vous avais dit que le montage, on passait du sein au gredin. Ouais. À suivre, conversation d'avenir avec Jacques Attali qui nous parle ce soir du sucre, une matière de plus en plus recherchée pour différents usages. D'ailleurs, on va le voir. Est-ce un nouvel hors vert? C'est le thème de Conversation d'avenir. En 1966, à l'âge de 6 ans, Jean-François Pain embarque à bord du France avec ses parents à destination de New York. En 2009, il part à sa recherche sur la côte d'Alang en Inde où sa démolition s'achève. Mon histoire du France est l'hommage rendu par le réalisateur à ce paquebot qui a tant fait rêver sa famille et la France tout entière. Un documentaire intimiste sur l'un des fleurons de l'industrie navale française sur Public Sénat, dimanche à 9h, suivi d'un débat animé par Benoît Duquesne. Le mercredi, Public Sénat donne du temps à ceux qui font l'actualité. Présenté par Michel Grossior, Face à nous confronte un invité politique à des journalistes en partenariat avec 20 minutes. 3 intervieweuses, 3 styles très différents pour ce jeu de dames dont la règle est simple, encadrer un invité pour qu'il donne le meilleur de lui-même.
Leaders, l'économie par ceux qui la font est le nouveau rendez-vous de l'économie animé par Gérard Bonos en partenariat avec Les Échos. Les mercredis rencontres, c'est sur Public Sénat à 18h30 et 22h30. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous sommes dans le bon endroit au Palais de Tokyo pour parler du sucre, parce que nous sommes au Little Palais, qui est le coin des enfants. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce sujet aujourd'hui? Je crois que c'est important de comprendre la globalisation, de comprendre notre société, de comprendre l'avenir à partir de choses concrètes. Et rien n'est plus concret que le sucre, rien n'est plus concret que ce qu'on mange. Et en même temps, vous allez le voir que c'est un sujet qui renvoie à des choses incroyablement profondes, complexes et qui disent beaucoup de choses sur l'humanité. D'abord, avant de parler de son avenir, d'où vient le sucre? C'est un aliment qui remonte à quand? Les hommes ont toujours voulu adoucir ce qu'ils mangeaient, et pendant très très longtemps, partout à travers le monde. J'entends très longtemps, c'est-à-dire jusque le début de l'ère moderne, c'était le miel qui représentait la forme de la douceur, un miel qui était très rudimentaire. Et puis, à peu près au tournant de notre temps, est apparu dans le Pacifique puis en Inde un produit qu'on appelait le sucre, c'est-à-dire quelque chose qui se faisait à partir de quelque chose qui ressemble à la canne à sucre et qui avait rien à voir avec le sucre moderne, mais qui était une sorte de soupe qui adoucissait les produits. Très 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 luxueux comme produit, très rare, très cher, surtout au moment où il a été inventé au IIIe siècle de notre ère en Inde. La cristallisation, c'est-à-dire la possibilité de sortir véritablement les cristaux de sucre, saccharose, de la bagasse, c'est-à-dire du sirop de canne à sucre. C'était un produit incroyablement luxueux. Sakkara, d'ailleurs, le mot vient du sanskrit. Il est ensuite passé en Europe. Et en réalité, le mouvement du sucre, c'est Pacifique, Inde, pays arabes. L'islam l'amène en Espagne, et c'est l'Espagne qui l'amène ensuite, au XVe siècle, en Amérique latine. Pendant toute cette période, du IIe siècle au XVIIIe siècle, le sucre est associé à deux idées contradictoires mais simultanées. La première, il faut des esclaves pour le produire. L'histoire du sucre, c'est l'histoire de l'esclavage. Partout. L'esclavage africain, l'esclavage indien, l'esclavage en Amérique latine. L'esclavage africain. Et la deuxième idée, c'est que le sucre est incroyablement luxueux. C'est un produit qui est réservé. Louis XIV, par exemple, avait un sucrier avec une clé. Et c'est une grande cérémonie. Il l'ouvrait avec la clé, il donnait une pincette à ceux qui le donnaient étaient considérés comme d'extrêmes privilégiés. Le sucre commence à se développer un peu quand l'esclavage se développe et permet le développement du sucre en Amérique latine avec les esclaves. Et quand la demande de sucre va augmenter avec l'apparition du café et du chocolat, qui sont absolument immangeables, imbuvables, sans sucre. Donc là, il y a une demande croissante de sucre, et le sucre, comme tous les produits de luxe, se démocratise. On est à la fin du XVIIIe siècle. Contrairement aux autres aliments dont il nous est arrivé de parler, le sucre n'a jamais été un médicament. Non, c'est d'ailleurs juste titre, puisque le sucre est un produit extrêmement nocif. On a cru longtemps que c'était un instrument d'énergie. Et c'est vrai que ça apporte de l'énergie, mais de l'énergie extrêmement rapide, qui se stocke très vite dans les muscles et dans le foie, mais qui disparaît très vite pour devenir de la graisse pure. Donc c'est une illusion que de penser que le sucre apporte de l'énergie. On l'a cru un certain temps et continue aujourd'hui dans certaines boissons sucrées à imaginer que le sucre apporte de l'énergie. En fait, c'est une illusion totale. Donc, alors, qui sont les pays aujourd'hui, les principaux pays producteurs de sucre? Alors, il faut distinguer clairement les pays producteurs et les pays consommateurs, parce qu'il y a des changements considérables qui sont en cours. La consommation de sucre se développe à partir du la fin du 18e, 19e, mais surtout à partir de 1950, où là, il y a une explosion de la production et de la consommation de sucre. Aujourd'hui, enfin, disons, vers 1970 à peu près, dans les pays très consommateurs, qui sont d'abord l'Europe et les États-Unis, et puis l'Inde, qui sont à ce moment-là déjà les trois pays les plus
consommateurs, avec la Russie, qui est aussi à ce moment-là parmi les grands pays consommateurs, on consomme jusqu'à 50-60 kilos de sucre par habitant. Sachant que le sucre, encore une fois, vient par la pâtisserie, vient par... c'est pas seulement le sucre blanc qu'on met dans un café, c'est surtout l'imagination incroyable des pâtissiers et des glaciers, le sucre transformé. Donc on consomme à ce moment-là 50-60 kilos de sucre dans certains pays. Dans d'autres, dans la plupart du monde, zéro. En Afrique, zéro, je parle des années 70, zéro, en Chine, zéro, etc. Très peu. Et puis la production alors est pour l'essentiel, à partir du 19e, jusqu'au 19e siècle, la canne à sucre, point. À partir du blocus de 1806 par l'Angleterre de la France, on a développé le sucre de betterave, qui avait été inventé avant, mais qu'on a développé à ce moment-là. Et pendant très longtemps, jusqu'à 1960 à peu près, on produit autant de sucre de canne que de sucre de betterave. Et puis, à partir de 1970, on s'est mis à produire beaucoup plus de canne à sucre que de betterave. Donc, pour ce qui est de la production, elle a explosé, puisqu'on est passé de 30 millions de tonnes mondiaux vers 1950 à 150 millions de tonnes mondiaux aujourd'hui, avec très peu d'exportation, parce que le sucre, matière brute, ne voyage pas, le sucre cristallisé lui voyage, donc il y a très peu d'exportation, et les grands pays producteurs ont été très longtemps producteurs et consommateurs en même temps, parce que ça ne voyage pas peu, donc c'est l'Inde, ça a été très longtemps la Russie, qui l'est beaucoup moins, c'est Cuba, qui est certainement le pays le plus grand producteur et consommateur à la fois, et c'est surtout le pays qui est resté le cœur de l'industrie du sucre mondial, c'est le Brésil. Le Brésil, à cause de l'esclavage, qui a développé une industrie très forte du sucre, et qui est resté aujourd'hui un pays qui consomme énormément de sucre, on est encore autour de 45-50 kilos par habitant, et qui est le premier producteur mondial de sucre, puisqu'il produit à peu près presque 30% de la production mondiale de sucre aujourd'hui. Avec une mutation très importante. Donc le Brésil le premier, l'Inde le second, l'Europe le troisième, l'Europe qui produit beaucoup plus de sucre que ce qu'elle consomme. Et surtout avec cette place étonnante de la France dans l'industrie sucrière européenne, avec la France qui occupe la première place. Première place à cause de l'histoire, à cause du fait qu'on a développé la canne à sucre, la betterave à cause du blocus anglais, et au fait que les prix du sucre sont tellement subventionnés qu'on produit beaucoup plus de sucre que ce qu'on consomme, et que la France, comme l'ensemble des pays européens, en exporte, mais que la France en exporte. Mais ce que vous me dites, c'est que les pays producteurs sont aussi les pays consommateurs. Oui. Alors vous m'expliquez qu'il fallait bien scinder les pays producteurs et les pays consommateurs. Les sujets sont différents pour l'avenir et pour le présent. Pour le présent, on est en situation où les grands pays producteurs sont donc le Brésil pour l'essentiel, et l'Inde, qui consomme pour elle-même, et le Brésil qui exporte. Un pays qui exporte beaucoup aussi, c'est la Thaïlande, qui exporte beaucoup, comme d'ailleurs on a vu pour le riz, et la Russie aussi qui exporte. Il faut voir qu'il y a l'émergence dans la production d'un usage complètement différent du sucre de canne qui est en train d'apparaître, c'est que la canne à sucre devient, et va être sans doute pour beaucoup dans l'avenir, un carburant. Au Brésil, par exemple, dès aujourd'hui, le bioéthanol consomme la moitié de la production de canne à sucre du pays. Donc le sucre n'est plus seulement un aliment, c'est aussi de l'essence pour les voitures. On dit que c'est le nouvel or vert. Oui, avec des avantages considérables. Ça produit de l'essence hors pétrole. La canne à sucre elle-même dégage du gaz de l'oxygène et absorbe du gaz carbonique, donc ça permet la réduction des gaz à effet de serre. Voilà, c'est un effet écologique très important. Mais alors est-ce que ce sont les mêmes qui transforment le sucre en bioéthanol et qui aujourd'hui gèrent l'industrie sucrière? Comment est-ce que ça va évoluer? Pour l'instant, ce sont deux métiers différents, non? Oui, ce sont deux métiers différents, mais ça va être les mêmes, parce que l'industrie sucrière va se déplacer vers ce secteur. Et puis aussi, il faut voir que comme le sucre est quelque chose qui se déplace très difficilement, la production va se localiser là où on consomme. Or, il y a un effondrement de la consommation dans les pays développés. On est passé de 60 kilos par habitant à certains pays 20 par habitant. La France est passée de 40 à 20 kilos par habitant, donc c'est un effondrement remplacé par la saccharine et par tous les substituts. Certains pays restent des gros consommateurs. Le plus gros consommateur, c'est Cuba, c'est la Jamaïque, c'est l'Inde, c'est l'Australie. Mais même les États-Unis commencent à baisser, parce que le sucre... Il y a une chasse au sucre qui est faite. Le sucre tue pratiquement autant de monde que le tabac. Le sucre tue pratiquement autant de monde que le tabac, tous les alentours de 3,5 millions de personnes. On est dans un véritable défi sanitaire. Oui, c'est un enjeu, c'est un facteur d'obésité considérable. Donc, il y a
d'une part, un effondrement de la consommation de sucre dans les pays développés, mais comme la population du monde se développe ailleurs, il y a une augmentation considérable quand même. Donc la consommation, la production sucrière, la demande sucrière aujourd'hui est passée à 160 millions de tonnes, et la production ne suffit pas, puisque la production est très inférieure à ça. La production est à 140, donc il y a une vraie... Surtout si on veut faire évoluer son utilisation. Parce qu'on parle du bioéthanol, mais il y a aussi l'électricité qu'il est possible de faire avec de... Mais encore une fois, un des facteurs très importants, c'est que les pays comme beaucoup de pays africains qui ne consomment pas du tout de sucre vont passer par la consommation de sucre. Vous avez des pays qui sont à 1 kg de sucre par habitant encore aujourd'hui. Donc il y aura plus de sucre consommé en Chine, plus de sucre consommé en Inde. 1 kg de sucre par an. Par an. Et par habitant. Donc évidemment, ça va se développer. Toute l'Afrique est à ce niveau-là. D'où l'Afrique qui aurait pu, s'il y avait eu une économie sucrière en Afrique, développer